Présente. Monsieur Frédéric Tosca. Présent. Madame Elisabeth Marmolion. Oui. Monsieur Louis Gaucher. Madame Joëlle Gomez. Présente. Monsieur Marcel Collet. Présent. Monsieur Guillaume Constant. Monsieur Alain Bonifort. Présent. Monsieur Jean-Pierre Joret. Présent. Madame Pascal Millet-Forissier. Présente. Madame Louisa Collange. Madame Maria Bonavent. Madame Géraldine Vincent est représentée par Monsieur Louis Gaucher. Monsieur Jean-Pierre Jala. Oui. Monsieur Sébastien Louis. Madame Jennifer Penel. Madame Jolie Granger est représentée par Madame Joëlle Gomez. Monsieur Michel Léal. Monsieur Pierre Chenet, présent. Monsieur Frédéric Digonnet. est représenté par Monsieur Pierre Chenet. Madame Suzanne Forêt. Présente. Monsieur Jean-Philippe Granger. Monsieur Jean-Philippe Granger, excusez. Ah oui, plus là. Monsieur Patrice Perrin. Monsieur Yvon Valère. Et Madame Delphine Pauvet. Allez, bon, si bonsoir à chacun. Donc, le dernier conseil, c'était le 20 juin. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 juin? Donc, on peut le considérer comme approuvé. Ensuite, vous avez eu la liste des nombreux arrêtés liés à la durée de l'été. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Pas de questions? Alors on attaque l'ordre du jour. Et on va commencer par le règlement intérieur de la restauration scolaire. Claude, tu veux bien prendre la main là-dessus? Je vous ai demandé de bien vouloir approuver le règlement intérieur de la restauration scolaire, qui est applicable de cette rentrée, et mis en œuvre par la société publique locale Force les Loisirs dans le cadre du contrat de gestion. Alors c'est un document unique, c'est un contrat de réservation en fait, que chaque parent peut trouver sur le site de la SPL. Il est demandé à chaque parent de valider ce contrat, ce qui permet la réservation des repas. Donc on le fait chaque année à cette époque. Peu de changements. Alors sont intervenus, je ne sais pas si vous avez lu, mais le règlement de comportement au sein du réfectoire, on a précisé que les personnes qui venaient dans le réfectoire, ce sont bien les personnes autorisées, et si il y avait des demandes de parents ou autres, les demandes en règle pour pouvoir entrer dans le bâtiment. C'est tout ça afin de respecter les règles d'hygiène, mais aussi pour la sécurité des enfants. Donc voilà, ça a été stipulé, ça a été rajouté. On a également une particularité sur la loi EGalim. Donc, la loi EGalim 2019, nous oblige à un menu végétarien proposé une fois par semaine à l'ensemble des enfants, y compris les maternelles. Donc c'est une conférence juridique que vous avez également de notifier. Alors le menu végétarien de la loi EGalim correspond à un menu qui ne contient ni viande, ni poisson et produits de la mer dans l'ensemble de ses composants entre les plats. Voilà, donc ça a été appliqué dès la rentrée avec une volonté particulière des enfants, mais on attend un peu la suite des éléments. Voilà, et d'autres changements sur les forfaits au niveau du collège, et c'est à peu près tout. Je tiens à votre disposition pour ceux qui veulent éventuellement le voir si les différents documents. Des questions, non, par rapport à ce règlement? Qui nous autorise également ce règlement, monsieur le maire et moi-même, à signer ce règlement pour chacun des élèves concernés. Peut-être ajouter que tout ce
qui est là-dedans a été vu en commission restauration scolaire au mois de juin, la loi Egalim et le reste. Oui. Donc, pour la mise en œuvre des repas dits végétariens, ben, on a attaqué tout de suite. Hein. Oui, voilà. on a sollicité notre Parce qu'en fait, prestataire. c'est une période logiquement dite dans la loi d'expérimentation. Donc, on n'avait pas l'obligation de démarrer comme ça dès la rentrée, mais enfin, on s'est organisé pendant l'été, puis on a démarré. Bon, ça va être intéressant de voir les réactions des enfants en tant que consommateurs, enfin, en tant que... Voilà. Ça sera intéressant à suivre. Voilà. On a changé une partie de l'accueil au self. On a maintenant une machine qui distribue les plateaux, moyennant que la personne, l'enfant, est bien badgé. Alors ça a une vertu, c'est c'est un petit peu les élèves à avoir leur carte. On avait un souci avec la carte de cantine, on avait une soixantaine de collégiens, je parle des collégiens, qui venaient sans leur carte et ça faisait perdre du temps sur la ligne de self puisqu'il fallait prendre leur nom. Et aujourd'hui, la carte permet de délivrer le plateau au début de self, ce qui a pour vertu de rendre plus court le temps du service. Donc c'est ce qu'on a observé déjà jusqu'à maintenant. Et les élèves qui n'ont pas leur carte, donc ils attendent à un moment que le groupe soit passé pour qu'on puisse leur délivrer le passage. Donc il y a beaucoup moins d'élèves qui n'ont pas leur carte. Aujourd'hui, il y en avait une trentaine seulement sur 60 au mois de juin. Oui, donc ça va, à mon avis, dissuader l'absence de la carte. Sinon, la négligence, elle n'était pas trop sanctionnée. Quoi. Ça perturbait le service, mais l'enfant, enfin, le jeune ado, est-ce que là, ça pénalise l'ado qui doit attendre du coup son tour et laisser passer tout le monde. Et puis, c'est une mesure visiblement qui donne un gain de temps, donc qui laisse plus de temps aux jeunes pour se servir, pour déjeuner, pour être à table. De toute évidence, ça fluidifie tout le fonctionnement. C'est ce qu'on a pu constater sur les premières semaines. Là. Voilà. Pas de questions par rapport à ce règlement? Oui. Une petite technique. Si la machine ne tombe pas, comment manger les gamins? Ils mangent pas. On a une solution, il y a l'ancienne solution aussi avec il y a tout ce qu'il faut à l'entrée, par contre s'il y a d'électricité, là, plus personne Non, mais non, il y a une si solution. la machine tombe en panne, on revient à la solution précédente, qu'ils prennent des plateaux, ils se servent et ils vont se mettre à table. Ouais, mais si on a la machine, comment on va faire? Non mais la machine, il y a toujours un système de secours. On peut récupérer les plateaux, c'est pas... Oui, la machine elle n'est pas bloquante, elle est bloquante pour l'élève. Un coffre-fort. Un débrayage. Pas pour la cuisine elle dispose des plateaux. Donc si c'est en panne, ils remettent des plateaux et les gamins se servent. C'est bon? Les avis contraires? Les abstentions? Merci. Alors, j'ai la lourde charge d'assumer les affaires financières. Hein, je m'excuse, je serai forcément moins performant que mon adjoint aux finances. Alors, la première, c'est pas... Alors, on va commencer par le street art. Donc, ce qu'on vous soumet, c'est une demande de subvention à la région sur les manifestations du 27, 28, 29. Les fonds leaders européens participent à cette manifestation et subventionnent. La région participe aussi à la partie montée côté maison des jeunes, Frimôme, etc. sur tout l'aspect concert déjà par une première participation et subvention. Et elle nous a suggéré de faire une demande en parallèle pour la partie artistique, de manière à obtenir une subvention d'un montant de 3 000 €. Donc là, la délibération porte sur cette demande de subvention. Est-il des questions? Une question annexe. Est-ce que vous considérez les inscriptions sur la route de Mons comme étant du street art? Sur la route, c'est de l'art populaire. J'ai cru comprendre que beaucoup de communes avaient été traversées par Tour de France le 14 juillet. Beaucoup les ont fait effacer assez vite.
Est-ce que vous comptez les laisser ou les faire? C'est de l'art populaire. C'est de l'expression sociale populaire. Oui, on peut voir ça comme ça. Au point où elle en est, vous me direz, on n'a pas l'impression que ça dégrade beaucoup l'ensemble. Je sens un ton critique. C'est une route qui est dans un état plus que lamentable. Oui. Alors, vous connaissez. Je sais que. Si, mais tous les sujets sont là. On a du temps aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de cette route? Oui, non, mais vous l'avez. Non, vous la connaissez? Oui, je la connais. Je sais. Elle a été faite en quelle année? Ça, je serais bien incapable de vous le dire, mais je pense que beaucoup d'Orécois seraient incapables de répondre à cette question. Ce n'est pas la question que je vous pose. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez l'intention de faire des travaux? Parce qu'en fait, la partie de Mons était coupée d'Orec. Bien qu'appartenant à Orec. Non, mais je le sais. Je le sais. Vous savez, c'est quand même bien d'échanger parce que ça permet de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et en fait, on a quand même un dénivelé assez considérable entre Mons et Orec. Vous avez dû le repérer puisque vous le prenez souvent. Et en fait, cette route n'existait pas. C'était des chemins d'exploitation. Voilà. Et en fait, il y a eu une décision auquel je n'ai pas participé, parce qu'à mon avis, elle est d'avant les années 70 ou des années 70, puisque la route a été faite après, de finalement entreprendre de relier Mons et Orec par une route. Bon, et le tracé choisi, qui s'appelle aujourd'hui alors le mur d'Orec, c'est un tracé en gros rectiligne qui empruntait des chemins plutôt de crête. Donc c'est l'antithèse d'une route qui a été faite. Et donc aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, cette route posera toujours dans sa structure actuelle les mêmes problèmes d'entretien. Parce qu'elle est droite, ce qui est le contraire d'une route de montagne, qui essaye de s'adapter à la topographie. Elle est rectiligne, elle ramasse toutes les eaux qui viennent de tous les côtés. Bon, et donc, je ne sais pas quel type d'initiative on pourrait prendre pour faire plus, parce que cette route coûte déjà un peu à la commune, de manière permanente, parce qu'en fait, c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire quand c'est descendu, il faut remonter, quand c'est descendu, il faut remonter, quand il y a eu un orage, il faut déboucher les aqueducs, mais c'est une route, c'est d'ailleurs pour ça que le Tour de France l'a repéré, c'est une route comme on n'en fait pas. Une route comme ça, avec 15-20%, ça n'existe pas. Il n'y a pas un technicien qui trace ce genre de route. C'est pas raisonnable. Donc ça le restera. C'est la seule chose que je peux vous dire. Donc après, il y a un entretien permanent. C'est un vrai sujet pour les employés municipaux, par exemple. Ils y étaient encore cette semaine, pour déboucher tous les aqueducs en bas. C'est un vrai sujet pour les entreprises locales, qui reprennent les fossés, qui stabilisent les accotements. Alors, bon, je pense que peut-être d'autres feraient mieux, je ne sais pas comment, et à coût de combien de centaines de milliers d'euros pour tenir cette route sur 4 km qui mène d'un point à un autre avec 400 mètres de dénivelé. Bon, c'est considérable. Alors après, sur les inscriptions, elles vont disparaître. Elles vous dérangent? Ah, pas spécialement, non, c'était une question. C'était pour vous amener à parler d'un sujet plus important. Il y a beaucoup d'inscriptions gilets jaunes. Oui, hein, sur, j'ai noté ça. Bon, bah, elles sont connues, elles sont dénommées, elles ne sont pas injurieuses. Non. Elles demandent un référendum d'initiative populaire, elles demandent je ne sais pas quoi, bon, bah, c'est de l'expression. Est-ce qu'elles sont belles? Non. Est-ce qu'elles sont esthétiques? Non plus. Après, celles qui sont sur la route, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les aient lues. Mais je ne sais pas, on pourrait faire le test pour savoir si les gens peuvent nommer tout ce qu'il y a de marqué d'en haut en bas. Bon. Alors, nettoyer chaque chose, vous savez comment on nettoie? D'autres doivent le savoir, parce qu'à Saint-Paul ou dans d'autres communes, on a nettoyé assez rapidement. Alors, il n'y en avait peut-être pas autant. Le mur d'Orec a une réputation qui n'est plus à faire. Oui. Mais en attendant, beaucoup qui risque de persister longtemps. Qui risque de persister longtemps. Voilà. Donc, à vous suivre, en fait, il vaudrait peut-être mieux fermer la circulation sur cette route plutôt que de la laisser en état. Si on suit votre raisonnement, c'est un peu la logique des choses. Ah, vous l'avez poussé loin, mon raisonnement. J'ai pas demandé à Mons de faire sécession. Hein. J'aime bien les habitants de Mons. J'y étais hier ou avant-hier. On s'est rassemblés là-haut avec les agriculteurs, avec les gens de l'agriculture qui venaient reparler des orages du mois de juillet. Moi, je me suis senti très bien là-haut. Très bien. Avec les gens, les riverains, voilà, donc j'ai pas de projet de ce type-là, moi, personnellement. Je dis simplement que cette route, elle porte ses propres défauts en elle-même et qu'il faut qu'on vive avec.
Et alors après, est-ce que c'est si vous en faites une priorité, voilà, il faudra décider si on en fait une priorité. 4 km de route. Pour Donc c'est stabiliser. pas votre cas. Pour vous, c'est pas une priorité. La priorité, c'est de la tenir et de l'entretenir. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Si, en permanence. Si, en permanence. Hein. Dites Bien à sûr. ceux qui l'empruntent. Mais je le dis à ceux qui l'empruntent, quand ils me posent la question, je le dis à vous, on l'entretient. D'accord. C'est un des lieux où on est présent, de manière récurrente. Je veux dire, on y était encore cette semaine. On y a encore passé du temps avec une cureuse pour déboucher les 4 aqueducs qui sinon submergent la route. C'est justement une épreuve permanente, cette route. C'est une épreuve permanente pour la commune. Il faut la porter. Oui, Guy. Oui, c'est vraiment dommage que M. Chenet ne connaisse pas l'histoire. Mais il ne connaît pas que celle-ci. Je crois qu'il ne connaît pas beaucoup d'histoire. Écoute, moi je te demande une chose, c'est ne pas prendre d'initiative à dépenser de l'argent pour effacer effectivement des expressions populaires qui ne dérangent vraiment personne et surtout pas la circulation. Il n'y a aucune injure. Dommage que M. Chenet ne se soit pas manifesté pour effectivement faire disparaître des inscriptions ou des graffitis injurieux et calomnieux. Là, peut-être que ça lui plaisait, et qu'il n'y voyait aucun inconvénient. Je condamne tout. Il y a au moins une chose entre moi et M. Chenet, c'est que moi, je le laisse causer. Lui, non. Ça sert là. Alors, simplement, pas d'argent à dépenser pour effacer les inscriptions sur la route de Mons. Et de grâce, ne fermons jamais la route de Mons, parce qu'elle rend un trop grand service à ces Orécoises et ces Orécois qui sont là. Mais ils en connaissent les difficultés de circulation, et ils en connaissent effectivement la difficulté de l'entretien. Et ils apprécient aussi que la commune, et depuis des temps, et là je me réfère à Loulou, qui effectivement est notre prédécesseur à tous, et c'est pas dire qu'on se préoccupe effectivement de la route de Mons. Mon prédécesseur, Pierre Picot, l'a fait avec ses conseils municipaux. Nous l'avons fait aussi. Toi, tu le fais aussi. Donc, entretenons cette route comme nous le pouvons. C'est très difficile, mais tout le monde le sait. Mais ça rend tellement de service. Alors, ceux qui ne savent pas s'accommoder de ce qui existe et des difficultés, des contraintes que l'on doit accepter, tant pis pour eux. On a essayé petit à petit de faire, on va dire, des refuges, des endroits où on peut se croiser, se mettre sur le bord. Après, vraiment, il faut apprendre. L'eau, elle fait ce qu'elle a à faire. Hein. Et sur des pentes comme ça, celui qui est capable de retenir l'eau, il est bon. Hein. Il est vraiment. Je ne veux pas relancer le débat, mais son état s'est beaucoup dégradé depuis un an. Il y a un an, elle était déjà dangereuse. Elle l'a toujours été. Vous avez raison de le souligner. Je suis d'accord avec M. Vaucanson. Il faut que cette route continue d'exister. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, elle est dans un état qui met en danger les automobilistes qui l'empruntent. M. Chenet, vous feriez quoi sur cette route? Je crois qu'il y a quand même suffisamment de... Regardez les bas-côtés, regardez l'état de la route. Est-ce que vous l'avez empruntée, M. Arnaud, ces jours-ci? Est-ce que vous la connaissez, cette route? Vous la trouvez en bon état? Qu'est-ce que vous feriez? Simplement faire en sorte qu'on n'ait plus des fossés de 60 cm de chaque côté. Voilà le vrai problème. Cette route est suffisamment difficile, il ne faut pas regarder les bas-côtés, il faut regarder la route. Oui, mais enfin, la route, elle est de plus en plus étroite. Si votre regard, C'est un peu le problème sur l'espace bucolique. Non, regardez bien la route. Monsieur Chenet, vous êtes typiquement sur cette affaire dans la position de nos oppositions, qui est très bon pour formuler une question, mais en fait, c'est pas parce qu'on a posé la question qu'on a apporté une quelconque solution. C'est à vous d'apporter la solution. C'est vous qui en ce moment êtes aux affaires, monsieur le maire. Je suis d'accord. Eh bien, pour faire une bonne boutade, il vaudrait mieux que j'y reste. Parce que vous apportez des questions, mais vous apportez la solution. Mais on non, attend la solution. Mais désolé. Georges Marchais, pareil. je vous redis, on fait des refuges pour que les gens puissent se croiser, parce que cette route est étroite. Si on entreprenait d'élargir, ce qui a été une de vos thèses à un moment donné, pour certaines d'autres, ça ne fait qu'accélérer. Ça serait tragique. Ensuite, on essaye de faire régulièrement, n'est-ce pas, Loulou, les saignées.
Alors, des saignées d'eau, des fossés, mais l'eau elle passe d'un côté, elle passe de l'autre. Elle est compliquée la flotte. Hein. Elle est compliquée à diriger l'eau. Hein. Elle se dirige elle-même et comme elle veut. Hein. On est sur du rocher, donc on l'a bien vu parce qu'il n'y a pas que cette route, il y a tous les chemins de la commune depuis cet été. Quand on a des périodes orageuses relativement fortes et pour certaines exceptionnelles, ça emmène tout jusqu'au substrat rocheux. La route, on retrouve les fossés, on retrouve le niveau de substrat rocheux. Alors après, il nous reste quoi? Les miracles à la faille, mais il faut vraiment y croire. Et qu'est-ce qu'il ferait sur des pentes comme ça, le bon Dieu? Il aurait pu arrêter les orages aussi, vrai. Donc, si vous voulez, c'est bien de poser des problèmes. Sur les solutions, c'est un entretien constant de cette route. Il y a d'autres points de la commune où, à part un entretien constant, sinon il faudrait pouvoir, j'ai lu ça quelque part, mais il faudrait pouvoir diminuer la pente. Enfin, solution. Pour envisager ensemble de réfléchir comment on diminue la pente entre Mons et Auray. Voilà. Ou comment on étire la longueur de la route pour faire des virages. Vous voyez? Bon. Sinon, toute solution réaliste et à l'échelle d'Auray consiste à dire qu'on va vivre avec cette route, qu'il faut la tenir, l'entretenir, avoir un revêtement correct. C'est une route d'usagers. Donc, les accidents, d'abord, il faudrait qu'on les présente, les accidents, c'est-à-dire qu'on les cartographie, qu'on dise où ils sont, qu'on dise le nombre de blessés, le nombre de morts. Ok? Et en plus, les accidents sur cette route, les usagers s'en protègent assez bien. Ce qu'on retrouve assez régulièrement, c'est des gens qui, suite à un conseil de leur GPS, se trouvent à monter une route et cassent leur moteur à mi-pente. Ils ne savent plus comment repartir. Crament leur bagnole, parce qu'ils n'ont pas à être là, quoi. C'est des routes qui ne devraient pas être... On a écrit déjà. Il faudrait qu'on le retire, que ce ne soit jamais conseillé par un GPS, que ce ne soit jamais l'itinéraire le plus court. Parce que c'est une route qui doit être réservée aux riverains, aux usagers, à ceux qui connaissent. C'est une commodité offerte à nous quand on monte sur le plateau et une commodité offerte aux gens de Mons, de Beauvoir, pour descendre ici. Et puis les riverains autour qui la connaissent. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de circulation que ça. Alors on va essayer de refaire des comptages pour voir si, maintenant que le pont est fini au Pertuisé, si on retrouve une circulation que je qualifierais de plus normale, c'est-à-dire s'il y a une régression du passage en plus d'engins totalement inappropriés dans cette descente, comme on en a eu pendant des mois, où c'était devenu le raccourci de tout le monde. Alors, j'ai le sentiment, mais je n'ai pas de statistiques en la matière, vous les avez, que depuis le Tour de France, elle est nettement plus empruntée. En tout cas, elle attire des personnes les cyclistes de l'extérieur. Non, je ne parle pas des cyclistes, je parle des automobilistes. On va compter, on va le regarder. On va le regarder. Bon, alors, c'était pas le sujet, mais est-ce que d'autres veulent en rajouter là-dessus? Donc le sujet c'était la subvention régionale. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou un autre sujet par extension du sujet de l'art? Donc est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, remise en état des chemins ruraux suite aux intempéries. On aura l'occasion, je pense, de refaire un petit point ensemble, de reparler de ce problème des orages pendant l'été. Là, en l'occurrence, les chemins ruraux ne sont en aucun cas pris en compte dans le cadre des catastrophes naturelles. Par contre, la préfecture nous a fait savoir que sur les chemins, alors on va les appeler un peu structurants, elle pourrait éventuellement en inscrire à la DETR future. Et donc trouver quelques sommes, quelques subsides pour nous aider à remettre en état un certain nombre de chemins. Donc, on a demandé une autorisation pour pouvoir déjà commencer à travailler sur ces chemins. Et puis, on veut déposer une demande de subvention à la DETR, déjà au moins sur, alors c'est bien 4, hein, je cherchais le 4e lundi, mais c'est bien 4 chemins. Donc on fait une demande pour obtenir une subvention DETR sur les 4 chemins qu'on est d'ores et déjà, qu'on a remis ou qu'on est d'ores et déjà en train de remettre en état. Voilà. Donc la délibération consiste à demander sur une remise en état de ces chemins qui représente 16 600 € hors taxe, une subvention DETR. Des questions? Oui, alors c'est lesquels les 4 chemins, du coup, puisque la notice avait à la commission. Voilà, donc il y a celui
qui est au-dessus du ranch de Hermé, pour faire ça. Hein. Il y a celui qui part de Beauvoir et qui redescend sur le plateau et jusqu'à Murol. Il y a celui de Pifoy. Et il y a un petit bout dans le ras de la Moure. Le Pifoy, c'est lequel, le Pifoy? Celui qui va à la grange? Celui qui descend la mienne. Celui qui descend la mienne. Voilà. On n'a pas de carte pour projeter. Celui qui descend. Celui qui descend la mienne. Bon, ouais, je vois. Plutôt les châtaigniers. Non? On essaie de répondre à deux choses. Un certain nombre de priorités, alors liées par exemple à la défense incendie, c'est-à-dire qu'on ait un peu de passage un peu partout pour parce que typiquement par exemple sud Beauvoir, c'est le chemin qui peut permettre à partir du plateau de rattaquer les incendies qu'on a connus il y a juste quelques mois. Hein. Pour certains autres, on a aussi essayé de les prendre parce que, par exemple, au-dessus du ranch Vermet, il y a une activité économique, et donc ça pénalise fortement le ranch, y compris si ce chemin n'est pas fait. Donc on a mixé les critères comme ça, et en essayant de prendre des chemins structurants. Voilà. Et après, on a essayé aussi de se limiter parce que vous savez qu'on est en train de monter un dossier sur l'ensemble des chemins ruraux de la commune, et qu'à travers ce dossier, qui est long et fastidieux, qui va mettre encore un certain nombre de mois, c'est 88% de subventions qu'on aura sur la réfection des chemins. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, et ça va nous interroger, parce qu'il y a un certain nombre d'autres chemins qui sont en très mauvais état, mais il faudra essayer de se limiter, parce que tout ce qu'on va faire rapidement, on ne sera pas subventionné, ou très peu, et pas dans les mêmes proportions, alors que si on attend d'avoir validé notre dossier, ça coûtera beaucoup moins cher à chaque contribuable. C'est bon? Les avis contraires? Les abstentions? Merci. Alors, effacement de dette irrecouvrable. Donc, on se retrouve chaque fois avec un certain nombre de choses impayées en bout de chaîne qu'il faut donc éliminer de notre budget de manière classique. C'est de manière récurrente après le passage de certaines personnes en commission de surendettement, où on nous demande donc après d'éliminer cette dette. Pour la plupart, c'est de l'assainissement. Le total fait un montant de 1632 euros. Si on le prend dans le détail, il y a un dossier qui fait 220 euros, un 160, un 98. Bon, c'est essentiellement des dossiers liés au paiement de la part assainissement. Voilà. Bon, c'est de toute manière, on nous le demande, c'est des commissions de surendettement, donc c'est un constat pour pouvoir le retirer de la comptabilité, là, parce que la décision, elle est prise, puisque ces gens, la commission de surendettement a décidé d'éteindre leur créance. Voilà. Des questions par rapport à ça? Alors, on va voir s'éteindre dans les mois à venir ces créances, puisque c'est plus nous qui aurons en charge l'assainissement. Donc on éteint ces créances qui sont celles du passé et on les éteint sur le budget général puisqu'on n'a plus de budget concernant l'assainissement. Puisque maintenant c'est la communauté de communes. Et après ça sera plus nous, ce sera la communauté de communes qui devra supporter ces créances éteintes. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Razel. Tiens, parle-nous du Razel. Alors, dispositif RASEL. Donc, c'est le réseau d'aide spécialisé des enfants en difficulté. C'est un service qui prend en charge des enfants au sein même de l'école. Et avec des personnes qui viennent apporter de l'aide aux enfants en difficulté. Jusqu'à présent, on avait une ligne budgétaire pour aider à son fonctionnement. Aujourd'hui, il nous est demandé nous sommes rattachés, la commune d'Orec est rattachée au RASEL de Pont-Salomon. Donc la commune de Pont-Salomon nous demande une participation par rapport au nombre d'enfants que nous avons entre la grande section maternelle et le CM2, compté de 1,68 € par enfant. Donc ça nous fait pour nous un total de 512,40 €. Donc on supprimera la ligne sur le budget et on donnera cette subvention à la commune de Pont-Salomon. Donc c'est pour nous autoriser à faire cette convention avec la commune de Pont-Salomon. Des questions?
savez que chaque fois qu'on a des enfants en situation particulière, on se fait un plaisir de les accompagner et de financer ce qu'on nous demande, même quand il s'agit bien sûr de lieux à l'extérieur. Hein. C'est une logique, c'est des services à ce moment-là qu'on n'a pas, et c'est normal que chaque enfant puisse bénéficier, soit à travers des formations, soit à travers des aides plus pointues de ces services-là. Et c'est normal qu'on les assume pour les enfants de la commune. Juste rajouter que ça ne change rien pour les enfants, c'est juste l'organisation et les enfants sont toujours vus dans l'école, ne montrons pas le concernement. C'est une question qui m'a été posée, donc ça ne change rien par rapport aux utilisateurs. Oui. C'est un 68, là, l'euro, il est calculé comment? C'est national, c'est quelque chose? Oui, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, c'est un montant qui a été... pardon. C'est départemental. C'est le département qui... Oui. Oui. Le département intervient également sur ce RASED pour l'investissement. Une commune, c'est un 68, 305 élèves. Et le département intervient aussi tout ce qui est investissement. Ah oui, nous on intervient sur le fonctionnement. Bon. Oui, vous avez vu qu'il y a deux coûts, c'est-à-dire c'est les communes qui n'accueillent pas payent plus cher, puisque ça veut dire qu'elles participent quelque part à l'accueil qui est fait ailleurs, et les communes qui accueillent dans des locaux et autres payent moins cher. Et après, c'est quelque part, c'est un service, j'allais dire, à prix coûtant, c'est un service public, donc le coût, c'est un coût d'équilibre. Hein. Il faut que ceux qui en charge d'organisation, ils y retrouvent. Ce montant correspond à du matériel pédagogique, des choses comme ça. Enfin, il n'y a pas vraiment. Mais ça permet de travailler avec les enfants, les psychologues font leur demande. Enfin, jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passait sur la commune. Prise de matériel et le budget était alloué pour un nombre d'enfants qui était vu sur horaire. Donc le changement va intervenir surtout au niveau de l'organisation, pas au niveau des enfants, c'est ce qui est le plus important. Tous les enfants qui ont besoin verront la psychologue sur place. Bon. Les avis contraires, les abstentions. Merci. Une décision modificative. Alors, en général, à Aurec, on ne passe pas de décisions modificatives. On les passe en fin d'année, au mois de décembre, pour rééquilibrer s'il y a quelques chapitres où il manque 3 sous et d'autres où il y en a trop. Bon, donc, dans le déroulé du budget de cette année, on aurait pu procéder de la même manière. À une nuance près, je souhaitais que nous inscrivions collectivement des lignes qui nous permettent d'ores et déjà d'identifier des sommes à consacrer aux réparations des derniers orages. De manière à ce qu'on puisse regrouper les opérations sur ces lignes-là, puis déjà qu'on puisse les abonder, parce qu'on ne sait pas ce que ça va coûter dans le temps, mais on sait d'ores et déjà que ça coûte. Donc en gros, l'ADM, elle avait pour justification première d'inscrire en fonctionnement en gros 50 000 € qu'on va retrouver dans des lignes liées à la voirie et au réseau, et en investissement 250 000 € pour faire face à un certain nombre d'opérations dont aujourd'hui encore on ne connaît pas globalement le montant, mais dont on sait qu'il y aura des choses à faire. Hein, on pourra peut-être les réévoquer. Voilà, donc je souhaitais que côté budget fonctionnement, il y ait ces 50 000 € ajoutés en fonctionnement, et que côté investissement, on ajoute aussi en dépenses ces 250 000 € et bien évidemment qu'on les équilibre. Moyennant de faire cet exercice, tant qu'à faire, on a fait l'exercice comptable de lecture de l'ensemble du budget à 4 mois de la fin de son exécution pour rééquilibrer les diverses lignes en fonction d'un certain nombre d'événements de l'année qu'on va pouvoir voir. Donc si vous voulez bien, on va suivre. Il y a des sommes anecdotiques auxquelles je ne m'attarderai pas, mais s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Donc, pour les sommes un peu significatives, on a rajouté en dépenses 40 000 € sur la ligne concernant l'électricité. 40 000 €. Sur un volume global, je vous rappelle, de mémoire, de l'ordre de 140 000 €. Voilà. Donc, il y a deux événements. L'un, d'abord, c'est cette année notre école hors les murs. C'est-à-dire l'école élémentaire a vécu pendant un an dans des GECO qui tournaient à l'électricité et qui étaient chauffés à l'électricité. Ce qui n'était pas le cas de l'école élémentaire.
Hein, donc ça, c'est une dépense supplémentaire d'électricité pour cette année, qui ne sera pas récurrente l'année suivante, mais qui a, pour cette année, impacté les comptes et qu'il était difficile d'évaluer à l'avance. Et puis, la deuxième chose significative, c'est l'augmentation du coût de l'électricité de l'ordre de 25%. Voilà. Alors, vous savez qu'en ce qui concerne l'électricité, on a des obligations de mise en concurrence, de marché, qui sont traitées en général par les collectivités de manière collective. Les collectivités se regroupent pour passer des appels d'offres significatifs et pour avoir les meilleurs prix du marché. Donc le marché triennal dont on a bénéficié se terminait. Donc cette année, on est sur un nouveau marché. On a bénéficié pendant 3 ans de tarifs fixes et relativement avantageux. Et donc la marche d'escalier, au moment de la reconsultation, c'est 25%. Voilà. Donc, oui. Ce contrat, il a déjà démarré, là, ce nouveau prix, ce nouveau contrat triennal? Il a démarré en début d'année, oui, c'est sûr. Au 1er janvier. Ouais. C'est pour ça qu'on connaît déjà les sommes. Hein. La consultation a été faite en fin d'année dernière, donc là-dessus on a, je dirais de manière classique, vous avez délibéré, après ces contrats ils sont collectifs et nationaux. On est reparti pour 3 ans, en sachant que la bonne nouvelle, c'est que normalement pendant 3 ans ça ne bougera pas. Hein, mais par contre, il y a des effets de seuil comme ça. Alors ça serait à voir si sur ce type de marché, on pourrait les énoncer plus rapidement que sur 3 ans. Mais c'est un boulot assez fantastique. Et dans quel cadre? Parce que si vous voulez, maintenant, vous trouvez pour vous, en tant que personne cliente, en permanence des appels d'offres, faits par l'UFC Que Choisir, faits par 50 millions de consommateurs, faits par divers organismes, qui en fait regroupent l'ensemble des citoyens qui veulent participer à ces offres et qui négocient les meilleurs contrats avec les pourvoyeurs d'énergie. Bon, en général, les résultats, c'est 5 à 10% en dessous des prix des tarifs EDF. Et ces contrats-là, vous pouvez en permanence en sortir, en prendre un autre, en sortir, en prendre un autre. Ça doit rendre fou à un moment donné, mais bon. Mais donc le citoyen lambda, il peut en permanence être en train de renégocier son prix d'électricité. Je ne dis pas que c'est ce que fait la majorité des citoyens, mais c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prix fixe, il y en aura de moins en moins. Hein. Nous, communes, c'est un peu plus complexe. On est tenu par les procédures de marché public. Donc c'est beaucoup plus lourd. On ne peut pas en permanence dire on quitte et on en prend un autre, on quitte et on en prend un autre. Donc la consultation, elle se passe à un moment donné. Donc voilà. En fait, les 25%, c'est le rattrapage de ce que vous-même, sans doute, avez payé d'augmentation depuis 3-4 ans. À ce titre-là, je suis un peu sûr, parce qu'on a parlé donc lundi en commission finance de ça. Et j'ai regardé, moi, de mon côté, parce que ça a été évoqué, ça. Bon, moi, l'entreprise, c'est pareil, j'ai des contrats triennaux, quoi. J'ai contacté les industriels sur OREC, qui ont eux aussi fait tout ça, en fait. Hein. Par contre, personne n'a été confronté à une telle hausse, quoi. À plus de 25%, personne. Quoi. Donc, c'est vraiment des marchés publics. Quand il y a cette hausse aussi forte, quoi, c'est vraiment impressionnant, en fait. Hein, parce que personne n'a. On a même un cas, il y a même un cas d'une personne qui a amélioré le prix. On parle du kilowattheure, hein, du prix du kilowattheure. Non, mais ça, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui a amélioré. On parle de ça, j'ai oublié de poser la question. On parle du prix du kilowattheure, là. Globalement, ça fait une hausse de 25% pour la commune. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la commune, elle a des dizaines de contrats. L'éclairage public, elle a des contrats avec des puissances très grandes, elle a des contrats... donc, les 25%, c'est l'augmentation sur la commune. C'est pas l'augmentation contrat par contrat. Hein. Ça inclut donc les abonnements, des choses comme ça. Oui, ça inclut le total, bien sûr. C'est pas que le prix du code de route. Ah non. Quand je vous dis 25% d'augmentation, c'est la note supplémentaire que va payer la commune. C'est pas par compteur, par contrat. D'accord. Global. Parce que nous, nous, je veux dire la commune, on a aussi bien des compteurs triphasés que des monophasés, j'imagine un petit peu partout. On a une très très grande variété de compteurs. Ah bah oui. Imaginez le nombre de bâtiments publics dont on dispose. L'éclairage public. Plus l'éclairage public, enfin on a vraiment des choses très diverses. Hein, oui. C'est une foultitude de contrats, très différents les uns des autres. Et nous,
la commune, on ne peut pas négocier indépendamment parce qu'on est dans ce contrat de procédure de marché public, c'est-à-dire on est en communauté avec les autres. Ouais. C'est ce que j'ai dit. On peut consulter tout seul si on veut, mais c'est des marchés publics tout de même. D'accord. Et c'est pas la meilleure posture, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une forme d'archaïsme. C'est ce que j'essayais de vous dire, si j'ai pas été clair, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'à la limite, on pourrait avoir un agent à la mairie d'Oreille qui tous les jours renégocie les contrats. Les contrats de téléphonie, les contrats de... Sauf que nous, on est réglementé par les marchés publics. Et que donc on a une lourdeur extrême qui est le cadre des marchés publics, qui est plus tout à fait adapté au dialogue avec les opérateurs de ce type. Il faudrait qu'on soit plus souple. L'énergie, à la limite, il faut maintenant que les gens qui s'en servent la négocient en permanence. C'est ce que j'essayais de dire. Les gens ne feront jamais des affaires. Ils seront au prix du marché. Il n'y a pas d'affaires à faire dans l'énergie. Les gens, ils payent forcément le coup. C'est pas un truc, il n'y a pas de sol. Il faut bien que tout le monde s'y retrouve. Mais pour autant, la bonne posture, c'est d'être en négociation permanente maintenant. Alors qu'avant, si vous voulez, il y avait un tarif qui était imposé, qui était de fait, qui ne variait pas et qui de temps en temps avait des augmentations réglementées. Donc il n'y avait rien à circuler, il n'y avait rien à voir, il n'y avait rien à économiser sur le paiement. Il fallait consommer le moins possible, c'était ça l'économie. Aujourd'hui, en fait, il faudrait pouvoir renégocier en permanence ces contrats. Ceci dit, sans les renégocier, comme il a été dit lors de la commission finance, il y a le fait de regarder dans le fond des clauses aussi, de voir si elles sont bien toutes exploitées correctement aussi. C'est des marchés assez complexes, c'est le moins qu'on puisse dire avec ce type d'opérateur. Voilà, donc sur cette ligne, plus 40 000. Une partie liée à l'école, une partie liée à l'augmentation de l'électricité. Bon, sur le reste, il y a deux lignes spécifiques qui sont peut-être intéressantes. C'est la ligne qui s'appelle contrat de prestation de service, sur lequel on rajoute 53 000, mais qu'il faut lire en parallèle de subvention SPL et loi semaine loisirs, où on enlève 85 000. Comme on a maintenant avec la SPL des conventions, vous avez voté à partir de cette année, on nous a demandé que les sommes soient sur cette ligne, les contrats de prestation de service. Donc en fait, les 85 000 que vous aviez votés, il fallait les basculer sur cette ligne. Il se trouve qu'au passage, on n'a pas besoin des 85 000, 53 000 suffisent. Donc on a réinscrit les 53 000 et on a enlevé les 85 000. Bon, je vous le disais tout à l'heure, en matière d'entretien et de réparation de voirie, on a rajouté 40 000, et en matière d'entretien et de réparation de réseau, 10 000. On est sur du fonctionnement, on n'est pas sur de l'investissement. Hein. On a intérêt quand même chaque fois qu'on le peut, parce que les travaux à venir passent en investissement. Encore qu'aujourd'hui, même sur le fonctionnement, sur un certain nombre de travaux, on récupère la TVA. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc là, on sait bien. Sur ce genre de travaux. Elle est combien le taux de TVA sur ce genre de travaux? C'est un taux de TVA classique. 1%. Et les règles comptables de la comptabilité publique font qu'on paye la TVA et qu'on la récupère avec un an, une bonne année de décalage. C'est pas vrai partout. Ça aussi, c'est aussi une forme d'archaïsme, parce que il a se demander pourquoi l'État ne pourrait pas faire l'impasse de ce mouvement et directement nous faire travailler en hors-taxe, plutôt que de nous les prélever pour nous les rendre, ce qui génère plein de boulot, plein de choses, plein de contrôles. Bon, on pourrait assouplir. Donc on dépense une année, on récupère une autre. Oui. Sur les réseaux, là, vous avez dit les réseaux normalement, c'est bien passé à la Alors, les réseaux d'eau ne sont pas passés à la Comcom, et puis c'est pas si simple que ça. Les réseaux sont passés à la Comcom dans le cadre du transfert de l'assainissement, mais par exemple, on garde en charge un certain nombre d'avaloirs. On garde en charge, donc il y a quand même des travaux à faire sur toute la partie réseau. Hein. On n'est pas sur les canalisations principales pour faire ça. On n'est pas passé sur la voie avec les réseaux, parce que les bonnes routes sont pas passées en voie, ils sont passés en réseau. Eh oui. C'est la comptabilité publique, il y a des choses... ouais. Voilà. Peut-être pour mémoire aussi, frais d'acte et de contentieux. Vous voyez qu'on ajoute 10 000. Je m'excuserai d'être très compact, mais c'est le prix que nous coûte PVL. Bon. Alors, comme il perd ses procès, ça nous est remboursé, mais ça génère pas mal de frais, et
pas mal de frais d'avocat. Hein. Pour mémoire, si vous l'ignorez, il est repassé en comparution immédiate cet été, et puis de nouveau devant le tribunal fin août pour une agression sur le Verdorec. Et il a été condamné à 10 mois de prison ferme pour cette agression et un certain nombre de dépôts financiers, dont suite nous remboursait notre avocat. Mais en attendant, il faut bien qu'on le paye quand même. Hein. Donc, à lui tout seul, il génère des frais à la commune. Hein. Voilà. Alors qui souvent nous sont remboursés, mais n'empêche qu'il faut d'abord les payer. Hein. Et puis, bon, au niveau d'exécution, on en est aujourd'hui du budget. On sait qu'on peut renforcer le virement à la section d'investissement de 78 791. Donc c'est la dernière ligne de ces dépenses. Donc, clair, on avait prévu de transférer un autofinancement de l'ordre de 1 100 000 et il va s'y rajouter 80 000. Ça, c'est une subtilité qu'il faut bien que vous compreniez. C'est-à-dire, quand il y aura des restes à charge sur une opération, j'ai lu un truc sur le château, et que, par exemple, il reste de l'argent à financer, ben, ce n'est pas forcément le bon endroit. Puisque chaque année, entre les amortissements et le transfert du budget de fonctionnement au budget d'investissement, on dispose déjà quasiment de 1,4 million, 1,5 million. Sans parler des fonds de remboursement de TVA, des trucs, des machins. Donc, c'est pas parce que sur une opération, il reste quelque chose à payer que ça génère de l'emprunt ou de la dette. Ça, c'est un raccourci assez imaginaire. Puisque chaque année, on a une capacité d'autofinancement. Et chaque année, on travaille avec l'autofinancement d'abord. D'ailleurs, on n'augmente pas la dette. Bon, voilà, donc il y aura 80 000 de plus sur la section d'investissement. En recette en face, à ce point de l'année, on a réajusté les dotations. Donc on a eu 12 000 € de plus que prévu sur la dotation forfaitaire, 37 000 de plus de prévu sur la dotation de solidarité rurale, 6 000 sur la dotation nationale de péréquation, et on a perçu cette année le résultat d'un contentieux qui est très ancien, puisqu'il était sur la crèche et le restaurant scolaire, et où on avait gagné, mais où les sommes ne rentrent que cette année, qui est de 38 700 €, donc qui vient en recette cette année. Voilà pour ce qui est des dépenses et des recettes de fonctionnement. Sur cette part, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur la dotation forfaitaire, il y avait un montant de 763 000. Et pourquoi en bout il n'y a que... Parce qu'en fait, les 763 206, c'est la totalité de ce qu'on va toucher sur l'année. On a reçu que ça. Mais on avait prévu 12 000 de moins. Alors que maintenant, la somme exacte pour cette année, c'est 763 206. Nous, on avait inscrit que 750 000 et des moyens. Donc, une fois qu'on nous a confirmé l'inscription, on a 12 000 de plus. On procède au vote. Les avis contraires? Les abstentions? Alors, sur les dépenses d'investissement, 2 événements principaux, enfin 3, mais un qui est plus anecdotique. Sur les documents d'urbanisme, on nous a demandé de les inscrire en investissement. Donc, c'est la fin de la révision du PLU. Et pour payer, il fallait qu'ils soient inscrits sur le budget d'investissement. Donc, on les inscrit sur le budget d'investissement pour 2 000 €. À ce titre, les premiers coups de pioche de notre futur nouveau agriculteur sur le plateau de Mons, les premiers coups de pioche ont été donnés pour démarrer les travaux de construction de... Bon, donc une affaire menée à son terme qui permet l'installation d'un jeune agriculteur. On peut en être satisfait. Ensuite, on en a profité pour rééquilibrer ce qu'on avait inscrit sur la réhabilitation du gymnase de Chazolon, puisque les inscriptions s'étaient faites de manière un peu prématurée par rapport aux études et autres, et que donc il fallait qu'on complète ces inscriptions par 64 000 € par rapport à la consultation initiale, avec l'accord des clubs, etc. On a repris l'éclairage, on a repris des tableaux de marque, on a fait un certain nombre de choses complémentaires qui sont inscrites dans cette consultation, et donc pour équilibrer l'opération, il faut cette somme. Je crois que le chantier, globalement, c'est 220 000 €, 224 000 €. Là aussi, il est en cours, il sera fini assez rapidement. Et puis, on a inscrit 250 000 €
catastrophe naturelle. Donc pour le moment, catastrophe naturelle. Or, quand vous regardez ce qui est du domaine public, on a cessé tout lien, on a coupé les ponts avec la chapelle d'Orec. Voilà. De la Grangeasse à la chapelle d'Orec, on a tellement bien coupé les ponts qu'il n'y a plus de pont. Donc là, on a un ouvrage à reprendre. Il est mitoyen. Donc, c'est la chapelle d'Orec qui dans comme un accord avec M. Berger, hein, c'est la chapelle d'Orec qui, pour le moment, gère l'approche de cette reconstruction. Hein, parce qu'on se répartit un peu la charge, étant entendu que sur la base, on ne pourra pas guère faire moins que de prendre à 50-50. Voilà, entre nos voisins et nous. Donc, voilà, ce pont, il y a une étude à faire, il y a à chiffrer. Bon, on ne peut même pas dire que c'est une réparation, parce que vu ce qui reste, bon, il ne reste plus rien. Donc, on pourrait faire un passage à gué. Moi, après, il faut voir quel type de relation on peut entretenir avec la chapelle d'Orec, hein, parce que on ne sait pas s'il passe plus de gens dans un sens que de l'autre, mais j'ai le sentiment qu'il y en a plus qui viennent de la chapelle que de ceux d'Orec qui vont à la chapelle. Donc, on pourrait peut-être discuter sur. Bon, voilà. Donc, il y a ça qui est parmi les frais importants. Il y en a d'autres, mais qui ne nous concernent pas. Par exemple, la route départementale. Parce que là, il y a des réflexions aussi importantes à faire sur la route de la Faille, mais c'est le département qui les supporte. Nous, on a perdu le mur du cimetière. Et il faudra bien penser à le remonter, même si les locataires jusqu'à présent ne se sont pas trop plaints. Mais pour autant, voilà, il y a un gros travail de ce côté-là. Et puis, vous avez constaté, hein, je cite ça, mais il y a vraiment divers dégâts assez conséquents sur les chaussées. Hein. Alors, on est parti très différemment. On a parlé tout à l'heure des chemins. Les chemins, oui. Et suite aux intempéries qu'on a eu quand même récemment, on a eu pas mal d'arbres dans les forêts qui sont tombés. Est-ce que ce serait pas judicieux que la mairie, justement, avertisse les propriétaires de nettoyer les arbres, parce que si ça rebrûle dans quelques années, les bois qui sont tombés, ça va faire la mise en feu, quoi. Ouais, ceux qui sont propriétaires de bois sont responsables de leur bois. Donc on peut le redire sympathiquement, mais. Propriétaires qui sont sur Paris ou Bordeaux, je ne sais pas où. Oui, mais il y en a qui sont sur Orec et vous savez, la route de la Faille, elle est descendue pour partie sur des problèmes hydrauliques, hein, avec le Talweg qui descend d'Ouillasse et autres, et les ouvrages qui frappaient le talus. Donc le département doit réfléchir éventuellement à une amélioration, à casser le courant à cet endroit-là, faire quelque chose. Mais cette route, elle est aussi en partie par défaut d'entretien du ruisseau. Hein, tous ces arbres qui sont un peu dans tous les sens dans cette montée d'Ouillasse, c'est sûr qu'il faudrait que ce soit entretenu. En France, les ruisseaux appartiennent aux riverains, aux propriétaires. Quand en plus ils ont les deux rives, ça leur appartient entièrement. Et il est bien spécifié que l'entretien est à charge des propriétaires. Donc là, sur cette route, moi je pense qu'il y a un vrai problème d'entretien, mais privé. Parce que je ne pense pas que le département puisse entretenir la propriété riveraine. Hein. Et c'est vrai qu'à divers endroits, ce problème il se pose. Hein. Tous les entretiens de... Alors ça, mais ça introduit un peu le sujet. Hein. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble à ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a plus en France de propriétaires qui entretiennent les berges de leurs ruisseaux ou qui entretiennent leur talweg. Donc, à travers le contrat de semaine, on a fait des travaux depuis quelques années, c'était une rivière vraiment significative, mais on voit bien dans ce qu'on vient de vivre que la question se pose le long de tous les ruisseaux. Les embâcles, c'est aussi un défaut d'entretien. Il faudrait que ces ruisseaux ils soient correctement entretenus, pas trop dégagés, mais correctement entretenus. Parce que trop dégagés, c'est les sols qui descendraient. Si on coupe les arbres, on ramasserait toute la terre. Heureusement qu'il y a un couvert végétal. Oui, on peut rappeler aux gens qui doivent entretenir, c'est sûr. C'est sûr. Alors des chablis, c'est pas mauvais, hein. C'est très écolo, c'est très bon pour les trucs. Après, il faut voir les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut voir si c'est dans un talweg, il faut voir si c'est dans un ruisseau. Il n'y a pas forcément toujours à enlever le bois mort. Hein. Ça, c'est... Au contraire, hein, si on veut de la biodiversité, c'est pas mal de le laisser. Bon, on va reparler de ça après. Donc on inscrit ces sommes. Alors qu'est-ce qu'on met en recette en face?
On met le virement de la section de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure, donc les 78 000, 80 000 euros qu'on dégage en plus du million sur le budget de fonctionnement. On met le chiffre exact de la récupération du FCTVA. Là aussi, il y avait 11 671 d'écart, puisqu'on a reçu les chiffres exacts. On les reçoit tard dans l'année. Pour ça, d'habitude, on a juste en décembre, mais là, c'est l'occasion. On met la subvention qui nous a été fort généreusement accordée par le département, en plus de ce qu'il avait déjà accordé pour l'école élémentaire publique. Le département avait subventionné à hauteur de 170 000 euros l'école élémentaire, et puis il a eu la gentillesse de rajouter 90 000. Voilà, donc on peut remercier le département, et puis on peut les inscrire. Et puis, sur ce qui est des catastrophes naturelles, on peut espérer une subvention de l'État, et on peut espérer des subventions de collectivités diverses. La communauté de communes envisage éventuellement de faire preuve de solidarité. Alors pas que de solidarité, hein, parce qu'elle a des compétences comme GEMAPIC qui relèvent d'elle-même, mais sur les désordres communaux, elle pourrait peut-être mettre quelques subsides. Le département, son président m'a appelé en disant on ne vous laissera pas seul. Donc quand on aura un peu cerné quels sont les dégâts dans les communes, le département de la Haute-Loire marquera aussi sa solidarité. Voilà. Donc pour équilibrer les comptes, on a inscrit 130 ou 135 000 euros de subventions venant de divers établissements. Voilà, c'est un ordre de grandeur parce qu'en fait dans la pratique, il va falloir d'abord travailler, étudier, monter les dossiers, consulter. C'est un long chemin devant nous avant de revoir la commune dans le même état qu'avant. Des questions sur cette partie d'investissement ? Oui. Par rapport en continuité avec les dégâts des eaux qu'on a eu, toutes ces subventions, on a touché pendant tard. Oui. Donc on va laisser les chemins tels quels pour l'instant, ou on commence les travaux de rénovation, on verra la somme. Alors, moi je voulais faire le point sur les intempéries après, mais donc ça fait partie des réponses. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intervention, alors qualifions d'urgente. Ouais, il faut s'entendre sur ce qui est urgent. Ce qui est urgent, il faut le faire. Donc on ne va pas attendre, malgré mon humour un peu noir, on ne va pas attendre qu'il y ait des dégâts dans le cimetière avant de remonter le mur. Il faut décemment qu'on fasse le plus rapidement possible ce travail qui est le travail compris pour les familles. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on... Bon. Mais après, il peut y avoir, oui, certains chemins qui sont urgents. Parce que, j'étais avec les agriculteurs sur le plateau. Alors, le chemin qui descend à notre station en Mons, et qui quand même faciliterait bien la vie de M. Bonnevial pour construire le bâtiment de son fils. C'est plus tout à fait un chemin. Donc celui-là, peut-être qu'il va falloir le faire. Donc il va falloir se donner des urgences ou des priorités pour que la vie continue. Après, dans ces affaires-là, on n'a pas l'arrêté de catastrophe naturelle. On n'a pas les mécanismes de subvention. Il y a sans doute sur certains secteurs des boucles de réflexion et d'études à faire. Donc, se précipiter n'est pas utile. Il faut juste se précipiter sur ce qui est urgent. Pour le confort des gens, urgent. Voilà. Parfois, peut-être même en faisant une réparation provisoire en attente d'une réponse plus technique. Voilà. Donc, on ne va pas se précipiter à tout faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça répond à votre question ? Oui, mais justement, on va travailler avec les forêts pour créer des chemins, donc on peut peut-être marier la réparation et la création. Eh bien, si on anticipe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est simple, c'est zéro. C'est-à-dire ça sera 100% pour nous, moins la part de l'État, mais il ne faut pas trop rêver sur les catastrophes naturelles. Pas croire que c'est une aubaine et qu'on va avoir beaucoup d'argent des collectivités. Par contre, si on peut patienter sur un certain nombre de chemins, en s'expliquant avec les uns et les autres, parce que ça sera moins chouette, et bien ça sera 80% de subvention. Quelqu'un 80% de subvention, ça permettra de reprendre sans doute une très très grande partie des chemins d'oreille, pour ne pas dire l'intégralité. En 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est sûr qu'on ne réparera pas très rapidement ce qui a été détruit en une soirée. C'est bon sur ces dépenses d'investissement ?
Des avis contraires? Des abstentions? Je ne sais pas bien contre quoi vous votez, mais c'est pas grave. Parce qu'on inscrit des crédits pour faire des réparations sur des dégâts de catastrophes naturelles. Bon, mais vous pouvez voter contre, hein, je ne sais pas ce que ça signifie. Vous le savez sans doute. Alors, sur les intempéries de cet été, je voulais quand même en parler un peu. Alors, je crois que si vous voulez, ce qui est important dans ces moments-là, ce qu'on vit dans ces moments-là, ces crises qu'on a vécues cet été, c'est le souci des personnes. Là, on a beaucoup parlé des désordres pour la commune. Mais finalement, la commune, c'est déjà un acte collectif. On se met tous ensemble et puis on va essayer de réparer, d'avancer et de réfléchir. Bon. Mais ce qui est le plus grave, c'est les personnes qui sont touchées à titre individuel. Il y a un couple qui, depuis le 1er juillet, est relogé par la commune. Et pour lui, à ce jour, ils attendent de savoir s'ils ont réellement tout perdu ou s'ils vont pouvoir retrouver des conditions de vie décentes. Leur vie a basculé comme ça, là, ouf, en quelques heures. Et il y a quelques situations comme ça de détresse très marquées sur la commune. Voilà. Donc, moi, je tiens à dire que je souhaite, d'abord, pour moi, c'est une priorité, les accompagner. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'y compris quand on a des catastrophes de ce type, au début, on aurait envie d'avoir un responsable en face de soi. Un type qui aurait fait tomber l'eau, qui aurait, je sais pas, mal agi, qui aurait compliqué la vie aux gens, qui aurait eu tout faux dans le passé, etc. Et donc, dans ces premiers temps, c'est difficile le lien parce qu'on est dans quelque chose de très douloureux. Et puis, petit à petit, on peut recréer une relation et puis commencer à recréer un parcours avec ces gens-là. Je pense qu'il est de notre devoir de les accompagner. Et donc, je pense qu'en fonction dont les choses se boucleront pour eux, éventuellement avec les assurances, éventuellement avec une déclaration de catastrophe naturelle, il faudra quand même qu'on fasse l'effort d'aller au bout de ce qu'on peut faire, nous aussi, mairie, sur ces situations de détresse. On ne peut pas laisser des Orécois comme ça sur le bord de la route. Voilà. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me semble le plus important à dire. Hein, quand on a des événements de ce type, vous savez que tout le raisonnement sur les risques, il démarre par un principe, c'est éviter de mettre les gens en danger. La culture du risque en France, c'est celle-ci, que ce soit sur les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation, que ce soit sur tous les autres risques, glissements de terrain, etc. Le premier enjeu en France, qui est nommé comme tel, c'est la vie des personnes. Et puis après, le deuxième enjeu, c'est évidemment les biens. C'est que les gens ne se retrouvent pas dans la misère, c'est qu'on puisse remettre les infrastructures publiques en route et autres. Mais il ne faut pas oublier que dans les catastrophes, le premier enjeu, c'est toujours la vie humaine. Et que donc, on ne peut pas dire « je me réjouis, il n'y a pas eu de blessés et de morts », mais on peut dire que déjà, quand il y a une catastrophe, l'essentiel, c'est ça. C'est les personnes. Voilà. Je pense qu'il faut retenir une deuxième leçon de cet été, mais je pense que vous l'avez tous en tête, c'est toujours la nature qui gagne. Alors, un certain nombre d'entre nous, par leur âge, l'ont appris plusieurs fois. Hein. Moi, j'étais jeune ingénieur à Brive-Charensac en 80. Donc, j'ai fait partie des gens qui ont passé quelques semaines à intervenir sur les suites de la crue, et puis qui ont vu partir des gens au fil de l'eau, qu'il y avait eu une dizaine de morts, et puis etc. Donc, de toute manière, on peut faire des digues. Il y en avait à Brive. Et peut-être même que ces digues, elles ont renvoyé l'eau du côté du camping, et qu'elles ont provoqué les 400 morts des caravanes qui ont été emmenées de l'autre côté. Donc, résister, c'est un challenge humain assez considérable. Les catastrophes naturelles sont plus fortes que les hommes. Et quand on résiste, ça a une limite, et souvent, ça amplifie parfois les catastrophes pour d'autres. Voilà. Donc il faut rester très modeste, celui qui sait retenir la nature, regardez votre télé, regardez les drames dans le monde, etc. Donc on est bien sur le premier concept, c'est-à-dire de dire, on ne sait pas ce qui va nous arriver,
On sait qu'il peut arriver des choses. Et il faut qu'on garantisse la vie des personnes. Et puis après, il faut qu'on garantisse la meilleure situation possible pour rétablir les biens collectifs et les biens personnels. Bon, c'est ça la philosophie par rapport à ça. Alors, il faut peut-être se dire un truc, parce qu'on est à Aurec, là on a vécu des orages. On a connu la crue de 2008. On va dire à Aurec 3500 mètres cubes secondes. 3500 mètres cubes secondes, c'est abstrait. 80 millions de mètres cubes passés au barrage. On a la durée de cette crue de 2008. 80 millions de mètres cubes. Est-ce qu'humainement, quelqu'un peut penser qu'il existe des dispositifs permettant de retenir la moitié ou les 3/4 de ces 80 millions de mètres cubes? Ah ouais. Bon. Et c'était 2008. Il semblerait que vers les années 1860 ou 1907, il y a eu d'autres types de crues sur Aurec. Et on donne même des chiffres qui auraient avoisiné les 5 à 6 000 mètres cubes secondes. Nous, on a vécu avec 3500 mètres cubes. Voilà. Donc, c'est la nature qui commande. Et on le voit dans le monde. Et il faut donc réfléchir avec ça, parce que sinon, on peut vraiment se tromper. Nous, on a vécu 2 épisodes. Il semblerait, au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse dire que ces épisodes sont assez similaires à ceux qui ont été vécus à Landos, sur le plateau de Costaro, en 2017. Semblerait. Moi, j'attends. J'ai demandé les rapports de Météo France. C'est top secret. On les aura un jour. Je les ai demandés très officiellement. Donc, on a eu un peu un même type, c'est-à-dire un front orageux considérable, mais surtout qui se bloque, qui s'arrête, qui ne bouge plus, et qui tombe qu'à un seul endroit. Voilà, de manière massive. C'est déjà ce qui avait été connu sur le plateau à Landos. Et c'est des phénomènes, pour le moment, assez peu expliqués par personne. Donc ils sont peut-être dans l'évolution de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, la brutalité des événements et autres. Donc il va falloir qu'on médite là-dessus. Voilà. Alors, 2 à 1 mois d'intervalle, c'est vraiment lourd à porter pour les gens qui ont subi ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, 1er juillet, publication au journal officiel, la commune n'est pas retenue comme secteur de catastrophe naturelle. Il faut savoir que, au niveau du ministère, ils refusent en permanence les déclarations de catastrophe naturelle et ils en publient très peu. Il faut vraiment une succession de choses considérables. C'est comme pour les calamités agricoles. Pour avoir une chance d'arriver au bout, il faut en même temps beaucoup d'éléments qui convergent. Il ne suffit pas d'avoir la météo, il faut aussi avoir des dégâts, il faut aussi des trucs. Bon, l'événement du 1er juillet, je pense, mais j'ai demandé, donc on aura peut-être des explications, qu'il a été jugé comme beaucoup trop ponctuel. Parce qu'en fait, nos voisins, ils n'ont pas eu trop de choses. Voilà. Et donc, je pense que pour le 6 août, on sera peut-être traité de meilleure manière. Mais on va attendre la décision ministérielle là aussi, parce qu'on n'en a pas les clés. Mais le 6 août, visiblement, on a partagé notre misère avec celle des autres. Il y a eu peut-être même beaucoup plus de dégâts, par exemple, sur Pont-Salomon, sur un certain nombre d'infrastructures et de maisons. Voilà, donc on est moins seul. Donc il va falloir qu'on attende de savoir si on est traité en catastrophe naturelle. Il y a quelque chose qu'il faudra peut-être dire aux gens, c'est qu'ils réalisent bien tous leur contrat d'assurance. Parce qu'ils pensent être assurés. Et ils ne le sont pas. Et sur beaucoup d'événements de la vie, ils ne le sont pas. Sauf si éventuellement ces événements sont déclarés catastrophes naturelles. Donc pour toutes les choses qui sont assurées, les gens ils ont pu réparer. Donc pour tout un tas de petites choses, ça le fait. Pour des choses plus graves, si ce n'est pas catastrophe naturelle, ce n'est pas non plus l'assureur. Et donc la solidarité ne joue plus. Les personnes se retrouvent seules face à leur bien. Voilà. Alors regardez, parce que la plupart d'entre nous sont persuadés que s'il y a un gros pépin chez eux, ils ont une assurance. Donc ils devraient contacter leur assureur. S'apercevoir que l'assureur va leur expliquer qu'il y a tout un tas de choses qui ne rentrent pas dans les clauses d'assurance. Et que donc sur ces choses-là, ils ne seront pas assurés. Voilà.
faut remercier les pompiers, ils ont été extrêmement efficaces. Ils savent traiter l'urgence, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui les ont attendus longtemps, mais tout leur boulot consiste dans cette situation un peu de guerre, de pouvoir aller vers l'essentiel et puis d'aller petit à petit vers les gens qui peuvent attendre un peu. C'est pas toujours compris par chacun. Hein, ils voient passer les pompiers devant chez eux, puis ils se disent mais ils s'arrêtent pas. Pourquoi ils s'arrêtent pas chez moi? J'ai un truc. Ben, ils s'arrêtent pas parce qu'ils ont un truc plus important ailleurs et qu'ils vont d'abord faire le truc plus important ailleurs. Il faut remercier les personnels communaux parce que dans des circonstances comme ça, ils sont toujours là, disponibles. C'était pas facile parce que c'est en plus au cœur de l'été et que ça prévient pas bien et qu'il y a des gens qui sont en vacances à l'autre bout de la France ou autre donc qui peuvent pas être là. Et il faut remercier les élus qui ont été présents. Parce que dans ce cas-là, tout le monde est bienvenu. S'il y en a qui sont sur la commune, moi je connais des élus qui sont rentrés chez eux tard dans la nuit ou tôt le matin et qui ne se sont pas vraiment occupés ni de leur maison ni de leurs dégâts. Voilà. Bon. Et puis moi je pense qu'il y a deux temps ces affaires-là. Donc pour le moment, on va dire qu'on est dans le temps où on pense les plaies et que c'est important et qu'il y a encore du boulot à faire. Et puis après, on va être dans un temps où il va falloir repenser, excusez du jeu de mots, repenser un peu les conséquences de ce type d'événement sur le territoire, avec quelques questions. Est-ce que ces événements vont être récurrents et plus fréquents? J'ai peur qu'on n'ait pas de réponse. La réponse soit la réponse de la météo dans les années à venir, mais parce qu'il est fort possible qu'on ait eu ces deux orages et puis qu'on n'en ait plus pendant 50 ans. Mais il est tout aussi possible qu'on en ait un dans 15 jours. Hein. Et est-ce que vraiment ces épisodes vont être plus fréquents? Donc là, il faudrait qu'on nous éclaire, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de devenir un pays où cette ligne de confrontation des pluies sévenoles, on va avoir ce type d'épisode de manière plus conséquente, plus fréquente, ce qui nous obligera à réfléchir autrement sur le territoire. Hein. Voilà. Et puis après, il faut qu'on profite de tout ce qu'on a pu relever de dysfonctionnement pour analyser les améliorations qui peuvent être apportées. Il y a une évidence, c'est qu'aucune commune de France, ni nous ni nos voisins, ne peut dimensionner ses réseaux pour absorber les événements qu'on a eus. Ça n'existe pas. Voilà. Pas possible. C'est comme si on disait il n'y aura plus de crues de la Loire. Ça n'existe pas. Il y aura des crues de la Loire. C'est pas possible. Il n'y a pas de moyen de dimensionner de manière gigantesque. Enfin bon, voilà, les réseaux. Bon. Et puis on voit bien qu'il y a des circonstances, c'est-à-dire qu'on attaque par de la grêle, des feux hachés, et donc ça fait quoi ça? Ça bouche les avaloirs. Donc non seulement le réseau, à un moment donné, ne suffit plus, mais même à certains endroits, c'est plus le réseau qui est emprunté, c'est la chaussée, c'est les accotements, c'est des endroits où l'eau ne devrait pas être. Donc on ne peut pas non plus maîtriser, avoir un nettoyage automatique de l'avaloir au moment où la grêle elle tombe et où les feux ils sont déchirés. Voilà. Et donc à un moment donné, l'avaloir il est bouché. Il y a des agents qui ont travaillé comme ça en plein cœur de l'orage et c'était pas forcément ni très intelligent ni très souhaitable. Ils ont peut-être mis un peu leur vie en danger pour aller déboucher quelques grilles et des trucs, et en même temps, parfois, il fallait bien le faire. Voilà, donc moi j'ai demandé à ce qu'on fasse travailler le CICALA, la communauté de communes et un bureau d'études sur la situation spécifique, on va dire, des sous-bois. Qu'on comprenne un petit peu, qu'on essaye d'analyser dans les deux cas de figure assez finement ce qui s'est passé. Voilà. Et qu'on essaye de voir si, sur ce bassin versant, sur Stalweg, parce que c'est un ruisseau, mais c'est un ruisseau, une partie de l'année c'est un ruisseau sans eau, est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? Voilà. Ça c'est un point particulier. Mais je pense que de manière plus générale, il va falloir se replonger sur la notion de sauvegarde. On a un plan de sauvegarde très centré sur les inondations et les crues. Et là, on est au point. Je m'excuse de dire ça, mais c'est un document officiel, c'est un document d'urgence qui donne les consignes, qui indique ce qu'il faut faire, où il y a les gens à appeler, où il y a etc. Chaque élu a son boulot, chaque technicien a son boulot. Il n'y a pas besoin de créer le dispositif, il y a besoin de le dérouler. Il faut tenir au dispositif et en général, avec ça, on est efficace en cas de crue. Efficace en cas de crue, on ne pompe pas l'eau. Par contre, sur les orages, on n'a pas le même document. Il n'existe pas ce document. Donc il va falloir s'interroger sur si on a la capacité de le faire.
C'est-à-dire les bons réflexes, les choses à faire dans l'ordre, les personnes à mobiliser, les points d'intervention prioritaires, etc., sur ces situations d'orage. À partir des 2-3 qu'on connaît. On ne peut pas dire qu'on a une expérience colossale sur ces situations d'orage. Et puis au-delà de ça, il va falloir regarder sur les points singuliers s'il y a à retoucher à quelques réseaux ou à quelques... Bon, les choses qui ont été mises en place depuis des années ont fonctionné. Hein. Par exemple, le bassin d'orage du boulevard Saint-Roch, il s'est rempli, et donc il a absorbé ces 4000 m3, et donc ces 4000 m3 qui n'ont pas dévalé au-delà de la MJC, ceux-là. Bon, oui. Mais justement, ce bassin, il a été nettoyé par une personne habitante à côté, sinon il sautait sur stade, parce qu'il était bouché par les feuillages. Mais une personne qui a pris le risque, qui était toute seule, qui a été débouché cette grille, on l'a engueulé après, parce qu'on a dit, mais tu risques de te faire emporter. Bon, il a fait un acte, c'était bien, mais... Je ne suis pas sûr que c'était bien. Il a fait partir un réseau. Oui, mais un bassin d'orage, c'est fait pour être submergé, c'est fait pour être rempli et submergé, c'est pas fait pour se vider. Enfin, vous le concevez quand même. Vous voyez ce que c'est un bassin d'orage, c'est fait pour retenir l'eau. Et derrière, c'est le stade. Donc c'est malheureux si on mouille le stade. Non, mais c'est malheureux, oui. C'est malheureux si on mouille le stade. Mais mouiller le stade, je vous ai dit tout à l'heure, dans l'ordre, préserver les personnes et derrière préserver les biens. Là, en l'occurrence, ça aide pour les personnes, parce que tout ce secteur d'oreille, j'étais pas né, me semble-t-il, mais le stade, il a été construit sur un ruisseau, à Talweg, la MJC a été construite sur un ruisseau, à Talweg, les quartiers qui sont derrière, ils ont été construits sur un ruisseau, bon, et l'eau, elle continue de venir là. On a beau avoir construit dessus, elle vient là, c'est pas nous ça, c'est ni vous ni moi. Je crois que la plupart d'entre nous étaient pas nés quand ça s'est construit tout ça. Voilà. Ou j'étais gamin, donc c'est pas eux qui l'ont construit. Hein. Or là, si vous voulez, toute cette zone humide, toute cette fond de vallée, tous ces bassins d'orage, ils ont cette utilité, c'est d'amortir, parce qu'on sait très bien que l'eau elle arrive là, et qu'il faut arriver à temporiser. On a fait un bassin de 4000, il y en a un plus haut qui répond normalement pour absorber le lotissement. Peut-être qu'il faudra calculer s'il n'en faut pas encore un autre. Mais franchement, il ne faut pas chercher à le vider, le bassin d'orage. Il faut chercher à le remplir. Bon, mais ça c'est mon appréciation, mais franchement, un bassin d'orage, c'est pour retenir l'eau, pour se remplir. Et s'il est submergé, c'est juste qu'à la limite, il n'est pas assez grand, mais c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il soit submergé qu'il ait retenu 4000 litres d'eau, 4000 mètres cubes d'eau. Il a été nettoyé, la grille qui est au fond, en dessous. Oui, mais j'ai compris. J'ai compris. Bon, voilà, c'est un peu... Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être des réactions par rapport à ces événements, parce que vous les avez vécus... Ah, il y a vraiment des questions, hein, parce que par exemple, les sous-bois, il y a une partie qui est busée, hein, à l'endroit où il y a eu le débord, mais visiblement, à mon avis, ce n'est pas la capacité de la buse qui est en cause. Le diamètre devait suffire pour passer le débord. C'est plus la notion d'embarque. Donc on parlait tout à l'heure de l'entretien au-dessus, ce qui est descendu. Mais en même temps, je regarde mon camarade d'Ouyas, ce qui est descendu, ça a commencé à descendre dès Ouyas. Hein. Parce que dès Ouyas, c'était de la terre qui descendait. Donc à Ouyas, rien que le petit bout de bassin versant qui est vers Château d'Eau et le reste, toute l'eau qui arrivait et qui passe en dessous de chez toi et autres, je pense que tu n'avais pas dû voir souvent passer des matériaux et des trucs comme ça. Donc, comment on pouvait retenir tout ça? Je ne sais pas. Donc, on a du travail pour quelque temps. On peut peut-être le compléter juste un mot sur... on est en train de... Le SICALA était pour nous un syndicat relativement inefficace qui gérait les compétences liées à la politique de l'eau sur les rivières. Pour nous, quand je dis pour nous, nous, communauté de communes, nous élus, Guy Vaucanson déjà avant quand il était président, ça faisait des années qu'on souhaitait qu'il y ait
enfin qu'on supprime le CICALA et qu'on fasse quelque chose de gouvernable, où on comprenne ce qui se passait et où on puisse être efficace sur le domaine de l'eau et des risques liés à l'eau. Deux politiques. Politique d'aménagement des ruisseaux, politique de l'eau, politique des zones humides et puis politique du risque d'inondation. On est vraiment passé pour des uluberlus pendant un certain temps en voulant tuer ce syndicat. Et puis c'est maintenant ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstituer un syndicat qui, lui, va couvrir strictement le bassin de la Loire. Alors que le CICALA, il couvrait la Loire, l'Allier, il y avait, je ne sais pas, plus de 100 communes, on ne savait plus qui décidait, comment travailler, on ne savait plus quoi faire. Là, on va se recentrer sur notre sujet. On va porter sous les fonds baptismaux ce syndicat très clairement centré sur la Loire. Voilà. Qui nous permettra de reprendre la main en termes de gouvernance sur ce travail-là. Je ne suis pas délégué, c'est Olanier, le maire de Saint-Fay, qui est délégué, c'est... toi, tu es parti, Sébastien. C'est aussi Fred. Par contre, on m'a demandé de participer aux travaux, donc je l'ai fait avec plaisir. Donc je pense que ça sera une étape qui permettra enfin de reprendre en main ces choses-là. Et puis donc, au-delà de ces événements, on va vraiment se poser la question, justement, de la réflexion. Alors, la réflexion, c'est pas le même temps, hein, parce qu'au moment, on est plutôt dans l'urgence, dans le fait de s'occuper des personnes qui ont souffert, et puis dans un deuxième temps, on essaiera de rentrer dans ce temps de réflexion pour voir comment on peut gérer le territoire. Et je vous rappelle pour mémoire que ça fait des années que la construction est interdite sur les plateaux, on n'imperméabilise plus. Ça fait des années qu'on demande le traitement du pluvial à la parcelle. Ça fait des années qu'on demande à chaque opération d'urbanisme d'avoir ses propres stockages, tampons, pour les orages, bassins, cuves de rétention, etc. Donc, des mesures à Aurec, après la crue de 80, contrairement à Basse, on a sorti le camping de la zone inondable. Sur ces 3-4 dernières années, on a dû faire déménager une centaine quasiment de caravanes en bord de Loire, qui étaient des personnes qui étaient dans des zones majeures à risque, et où là on risquait bien des vies humaines en cas d'inondation et autres. Donc en fait, on peut vraiment faire la liste de ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Non, puisqu'il reste des catastrophes. Il y a eu en 2008 une personne qui est morte sur Aurec. C'était dans un ruisseau, vers Murol, en pleine nature. Ça n'avait rien à voir avec les zones constructives, les zones inondables. Et donc ça boucle tout ça, c'est-à-dire on peut faire et dire tout ce qu'on voudra, il n'en restera pas moins que la nature est plus forte que les hommes, et que c'est peut-être la leçon principale qu'il faut retenir de tout ça. Pas de questions, pas de suggestions? Oui, je n'ai pas par rapport à ça, une autre question. On a eu le Tour de France qui est passé sur Aurec. C'est vite, parce qu'on n'a même pas vu la télé. Donc, on a vu Roche-Baron, on a vu tous les autres châteaux. On n'a même pas vu les autres, c'est dommage, on a rénové un peu la tour d'Oréole, tous ces coins-là, et comment se fait-il que... Il faut demander à ceux qui assurent la transmission. Il y a peut-être une clé, peut-être une au moins. C'est que la ville organisatrice s'appelait Saint-Étienne et que la ville d'accueil de l'étape s'appelait Brioude. Et que donc ces villes-là ont engagé des sommes assez substantielles. Bon, donc on a vu beaucoup d'images du barrage de Donjon. Je pense que tant mieux pour nous, parce qu'en fait, quand on communique sur les gorges de la Loire, sur le barrage de Donjon, pour elle, c'est tout bénéfice. Alors après, je comprends que ce soit frustrant. Il y a eu en plus un changement d'un basculement de chaîne à ce moment-là. Alors sur l'autre chaîne, on a bien vu la montée du mur d'Aurec, hein, belles images. Par contre, on n'a pas vu la traversée. Bon. Après, si vous voulez, en termes de notoriété, je crois qu'Aurec doit être connu dans une grande partie de la France et assimilé à la route de Mons, mais qu'ils appellent mur d'Aurec. Voilà. Je peux vous dire pour le fun, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qu'on est sollicité pour être ville-étape de Paris-Nice, qui est la deuxième course par étape en France. Sur la prochaine. Oui, pour l'année prochaine, mais je pense que c'est un peu court pour l'année prochaine. Parce que dans le calendrier, Paris-Nice, c'est la première quinzaine de mars.
Voilà. Donc éventuellement, il semble que... Mais on a été très directement sollicité pour être l'État. Alors, c'est sympathique parce qu'en clair, ils nous ont dit qu'ils avaient senti un engouement populaire à Aurec, qu'ils avaient énormément apprécié les efforts qu'on avait faits, de mise en place des décos 1 mois, 2 mois avant. Bon, visiblement, on a eu beaucoup de compliments sur ce qui s'est passé, puis sur ce mur d'Aurec. Ils ont été impressionnés par la foule et la présence. Bon, moi j'ai eu l'occasion aussi de remercier les agriculteurs, qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé leur prairie en bon état. Bon, donc il y a eu du civisme. Et puis moi, de ce qui m'est revenu, mais je ne sais pas, c'est intéressant aussi d'en parler, mais j'ai le sentiment que ça a été une grande fête populaire. Et que finalement, le passage des coureurs, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait. C'était vraiment tous ces gens au bord de la route, c'était tous ces gens en famille, c'était la caravane du Tour, c'est du carnaval, quoi. Et toute cette ambiance qu'il y a eu, y compris dans la préparation avec les bénévoles, cette présence à Mons. Donc c'est bien ces événements populaires où tout le monde se retrouve autour d'un thème, où il n'y a pas de violence. Donc moi j'étais très content de cette journée du Tour de France. Après, j'aurais préféré qu'il y ait quelques images d'Aurec. Parmi les courses cyclistes, il y a aussi le Dauphiné, vous n'avez pas mentionné, qui pourrait passer par Aurec. Il est passé. Il est déjà passé, je veux dire qu'il pourrait donner lieu à une étape. Bien sûr. Ce qui est intéressant dans la proposition de Paris-Nice, mais restons calmes, parce qu'ils m'ont dit qu'en 2021, 2022, ils étaient preneurs aussi. Ce qui est intéressant dans la proposition de Paris-Nice, c'est qu'en fait, ça sacraliserait cette route de Mons. Parce que dans leur idée, ils ont été séduits par, je dirais, l'accueil et la traversée, mais en même temps, ils auraient envie de répéter quelque chose avec cette route. Et une arrivée. En quel cas, ce serait plus tout à fait la même chose, ce serait... Bon, voilà. Donc ça pourrait donner un bout de notoriété supplémentaire. Après, Paris-Nice, c'est pas le Tour de France, hein. C'est en mars, c'est pas en juillet, voilà, il n'y aura pas de feu d'artifice le soir. Je ne sais pas, donc on a le temps d'y réfléchir, hein, parce que ça... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un petit mot sur Mobipousse. Juste pour le fun, pour finir sur des choses plus souriantes ou plus décontractées. Vous savez, cette application où on réinvente l'autostop. Pour reprendre, pour paraphraser M. Chénet. C'est comme la prose de M. Jourdain. Mobipousse, on refait de l'autostop. Donc, le Mobipousse, juste en quelques mots, je vous le redis, c'est la suite naturelle de tout ce qui est covoiturage. Parce que finalement, avec le covoiturage, c'est pareil. On réinvente, c'est comme la prose de M. Jourdain. On fait un parking où les gens peuvent se mettre, changer de voiture et monter dans la voiture d'un collègue. Donc, ça n'a rien de très innovant, le covoiturage. On a mis en place des aires de covoiturage sur ce territoire. Elles sont pleines. Elles fonctionnent. On en a répété, on en a rajouté. Ça fonctionne très très bien. Donc, les citoyens derrière ont pris en main cet outil et s'en servent. Et ça permet de diminuer les transports ou de partager des voitures. Dans l'esprit Mobipousse, c'est la même chose. Alors, il ne faut pas croire que ça sort du chapeau de Claude Vial. Hein, pour reprendre ça sort tout simplement de l'expérience d'un certain nombre de territoires, et ça fonctionne dans des territoires ruraux en France. Et ça fonctionne avec efficacité dans d'autres territoires. C'est donc pour ça qu'on s'est emparé de l'idée et qu'on a essayé de la développer à l'échelle du pays de la Jeune-Loire. Parce que pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit sur un territoire assez vaste et éventuellement qui s'étend. Donc aujourd'hui, dans la démarche, sont venus nous rejoindre les Marches du Velay, les Sucs, tout l'Issingelet, tout le secteur de Montfaucon. Et puis le Haut-Lignon, ils ont eu un petit problème de décision interne, et malgré l'enthousiasme des élus qui avaient participé à la démarche, in fine, ils ont dit on n'y va pas. Comme vous avez pu voir sur l'excellent journal sur Internet de la Commère, ça leur pose quelques problèmes. Parce qu'ils commencent à être sollicités par leurs citoyens qui ne comprennent pas bien pourquoi ils n'y ont pas été. Bon, alors ils n'y ont peut-être pas été parce qu'ils n'y croient pas, mais je ne crois pas, parce que la plupart des élus qui étaient dans les groupes, ils croyaient bien. Alors, on met en place finalement quelque chose d'assez banal, une carte, un réseau, des points où on peut se mettre pour faire de l'autostop. Et des systèmes d'inscription visant à offrir un peu plus de lisibilité et de sécurité aux citoyens. C'est-à-dire que le conducteur potentiel qui veut prendre quelqu'un vient s'inscrire
Donc on peut quand même lui demander s'il a le permis. On peut quand même avoir son adresse et son nom. Ce qui veut dire que quand quelqu'un montera dans sa voiture, cette personne a accepté d'être enregistrée quelque part. Elle l'a accepté. Et donc, on peut le retrouver si jamais il y a un incident ou quelque chose. Voilà. Et donc les véhicules à ce moment-là sont signalés par un magnète. Donc un truc qu'on peut mettre et enlever pour éviter l'autocollant qui salit le pare-brise. Et donc avec ce petit magnète, il indique qu'il est volontaire pour prendre des gens sur le territoire. Et puis après, vous avez le kit MobiPouce du parfait bricoleur qui, du côté de l'autostoppeur, lui permet aussi d'être identifié. Donc, de lui aussi dire « Je suis inscrit sur un fichier, j'ai donné mon nom, j'ai donné mon identité, je suis autostoppeur, mais je suis recensé, j'ai une carte, et avec cette carte, on peut me retrouver. » Voilà. Donc on essaye de sécuriser un peu le lien de confiance entre le transporteur et le transporté. Et de mailler le territoire avec suffisamment de lieux pour qu'en fait les gens puissent faire des itinéraires. Voilà. Sur les secteurs où ça a été développé, il faut entre 1 an et 1 an et demi pour que le système commence à fonctionner au bon sens du terme, c'est-à-dire avoir vraiment une efficacité. Et sur les secteurs où ça fonctionne, le délai d'attente moyen est inférieur à 10 minutes. Donc quand les gens se positionnent à un arrêt MobiPouce, en général, dans les 10 minutes qui suivent, ils sont pris en charge par quelqu'un. Voilà. Donc ce n'est pas des attentes très très longues. Aujourd'hui, les kits sont arrivés en mairie, on peut s'inscrire, il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui s'inscrivent pour que ça commence à fonctionner, à être identifié, il faut communiquer, il faut que vous soyez volontaire pour vous inscrire si vous faites régulièrement des trajets et que vous n'êtes pas hostile au fait de prendre en charge quelqu'un. Il faut faire connaître le dispositif. Ce type de dispositif, il faut être modeste, il fonctionne par les citoyens. Donc finalement, on crée un cadre visant à créer une nouvelle relation, et puis après, c'est les citoyens qui s'en emparent. Les quelques signes positifs. Donc, Firmini s'inclut un peu dans la démarche. Le Puy nous a sollicité. Ils aimeraient bien être raccordés un peu au dispositif. Ils se posent des questions pour savoir. Bon, mais ils veulent se raccorder au dispositif, voire plus s'il y a affinité dans les temps à venir. Les communes limitrophes commencent à nous solliciter. Parce qu'à Jonzieux ou Marle, on nous dit « Mais attendez, vous avez mis un truc à Saint-Jules, mais nous, Jonzieux et Marle, on aimerait bien le mettre. » Les gens juste à l'extérieur du territoire, c'était l'article de la Commère, hein, c'est une dame de Tence qui a dit « Moi, j'ai été m'inscrire à la mairie du Mien. » Jusqu'à temps s'ils ne le font pas. Bon, donc certaines personnes un peu extérieures en ont vu l'intérêt, parce qu'elles ont des trajets quotidiens, elles peuvent être quelqu'un qui souhaite transporter. Et puis la préfecture s'est emparée du sujet et souhaite organiser des rencontres pour renforcer le système autour des zones d'activité et des déplacements des populations, puisque c'est quand même un des objectifs, des populations qui, un peu plus fragiles, ont besoin d'un itinéraire domicile-travail pour aller dans telle zone travailler et qui sinon ont du mal à se déplacer par elles-mêmes. Voilà. Donc la préfecture a pris l'initiative d'une rencontre pour voir si on pourrait accentuer ou étendre notre dispositif. Sachant qu'il y a déjà des arrêts qui sont à proximité des lycées ou des arrêts qui sont à proximité de zones industrielles. Voilà. Donc je boucle là-dessus, je fais de la promo là. N'hésitez pas à vous y inscrire. Oui, c'est un dispositif d'une très grande banalité. Je redis la logique. Entre Firmini et Orec, vous avez 8000 véhicules jour. Si seulement 10% d'entre eux acceptent de prendre une personne. Ils sont en permanence ces véhicules qu'avec 1, quelque chose personne. Les autres places sont vides. Donc si 10% sur ces 8000, simplement 800, acceptent de dire « je veux bien transporter », mettre l'autocollant et s'occupent de regarder s'il y a quelqu'un quand il passe vers les arrêts ou MobiPouce. On a donc 800 possibilités de transport sur OREC. Si on se payait une ligne de bus que 2-3 fois par semaine, elle nous coûterait plus de 100 000 €. En aucun cas, elle ne transporterait et ne pourrait transporter et offrir 800 places. Donc c'est un dispositif différent de la génération Blablacar et à qui il peut être intéressant que tout le monde accède, quel que soit son âge. Voilà. C'est un dispositif qui va vivre par les citoyens. Alors, on va en parler, je pense, à la foire bio, où il y aura un stand MobiPouce ce week-end, à Orec, à la foire bio. Vous êtes tous allés à la foire bio, c'est bon pour la santé. Et allez voir les gens de MobiPouce. Voilà. Des questions par rapport à ce dispositif?
C'était une pub finale. Je vous remercie. Bonsoir et à bientôt.